moment de partage autour d'une thématique. On s'attelle à prendre un outil de la formation et on le décortique pour voir comment est-ce que concrètement on le met en œuvre. Et l'outil que nous avons choisi aujourd'hui d'aborder est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on a choisi un expert des ressources humaines, François Gueuze, pour aborder le sujet. Donc François, peut-être que tu aimerais te présenter dans un premier temps. Oui, bonjour. Donc François Gueuze, je suis intervenant dans le cadre du Master Management des ressources humaines de Lille. Je suis plus spécialisé sur les problématiques liées au système d'information RH et d'une certaine façon à leur utilisation au sein de la direction des ressources humaines. Et ceci englobe en fait un petit peu toutes les problématiques et tous les enjeux de la fonction ressources humaines, que ce soit à la fois au niveau de la stratégie, mais aussi des outils. Et ce faisant, eh bien, ceci nous amène à voir avec nos étudiants et puis aussi avec des entreprises, puisque j'ai une activité de conseil, ceci nous amène à voir avec les étudiants, les entreprises et plus largement toute la fonction RH, les évolutions de ce que personnellement je ne qualifierais pas d'un outil, mais d'une véritable démarche de professionnalisation et je dirais de mise en cohérence de la gestion des ressources humaines avec la stratégie générale de l'entreprise que peut être la GPEC. Complètement. Alors, pour débuter, on va peut-être se poser la question, qui est obligé, parce que déjà ça va éliminer une partie des gens, qui est obligé de mettre en œuvre ou d'ouvrir des négociations pour une GPEC? Quelles sont les entreprises? J'ai envie de vous dire, en définitive, quand on regarde bien, personne n'est obligé. En fait, quand on regarde la loi dite de cohésion sociale, qu'on appelle bien souvent entre nous la loi Borloo, la loi de cohésion sociale nous dit que dans les entreprises de plus de 300 salariés, nous avons l'obligation que de mener des négociations visant à l'obtention d'un accord de type GPEC. Sauf que globalement, je n'ai encore vu aucune entreprise sanctionnée pour absence d'accord. Elle pourrait éventuellement l'être si elle rentrait dans une logique de restructuration, qu'elle n'a pas travaillé sur ses emplois en tension, si le terme est celui-là, mais en définitive, vous n'avez pas l'accord, pour vous tout va bien, tant qu'il n'y a pas d'écueil. Ça ne veut pas dire pour autant que les entreprises de moins de 300 salariés aient été oubliées par le législateur et par les services de l'État, puisque d'une certaine façon, dès le lancement de cette loi Borloo et dès l'apparition de cette entre guillemets nouvelle obligation, eh bien les services de l'État ont mis en place des systèmes d'aide au conseil, d'aide à la GPEC, qui permettaient de prendre en charge une partie des coûts liés au fait de rentrer dans cette gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ce système a évolué et encore aujourd'hui, eh bien, vous avez un système d'aide au conseil pour les PME, PMI qui peut être envisagé directement avec la directe, si vous me permettez ce point-là. Donc, en fait, légalement, on va dire qu'il y a une obligation dans la loi pour les plus de 300, que vous avez la possibilité, si vous êtes en moins de 300, quand même de rentrer dans une démarche de GPEC. Et pour ce faire, vous pouvez bénéficier d'aide de l'État. Et puis, la vraie question, elle n'est pas, quand on rentre dans une logique de GPEC, elle n'est pas l'obligation légale. Vous m'en excuserez, ça n'a pas d'enjeu. La vraie question, c'est est-ce que dans votre entreprise, vous essayez de vous projeter suffisamment loin en matière de stratégie? Est-ce que vous avez un projet, sans aller une stratégie super élaborée, mais est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous voulez avancer et faire avancer le corps social de l'entreprise en même temps? J'utilise parfois le terme de il nous faut redécouvrir la concordance des temps. Alors ça nous renvoie à la petite école, comme dirait l'autre, mais la concordance des temps, c'est quelque chose d'important. Et la GPEC, pour moi, est un outil essentiel qui permet, je dirais, d'aligner les temps de l'entreprise. Le temps des ressources humaines, le temps du business, le temps de la production, le temps financier, etc. Et de s'arranger
parce qu'on sait qu'en RH, on travaille sur des temps longs, et de s'arranger même d'une certaine façon pour que le corps social soit au rendez-vous de la stratégie à 3, 5 ans. Donc, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que ce faisant, eh bien, la GPEC, elle est pour tout le monde. Et dans mon esprit, sans aller sur des systèmes de type usine à gaz, et on verra un petit peu, si vous voulez bien, qu'un système de GPEC, ça peut reposer sur quelques étapes standards, classiques et simples. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde si l'on veut véritablement avancer. Alors, autrement dit, dans la démarche pour monter une GPEC, il faut avoir déjà un projet stratégique. Ben, globalement, est-ce qu'il s'agit d'un projet stratégique ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un projet? Parce que vous comme moi, on sait très bien que d'une certaine façon, beaucoup d'entreprises ont des difficultés à élaborer leur stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise? Beaucoup de PME, PMI ont d'énormes difficultés parce que globalement, eh bien, excusez-moi, on est les mains dans le cambouis. On est en train d'essayer de faire avancer la boîte. On a une faible visibilité des marchés à 3-6 mois. Alors, commencer à dire à un DG, oui, bon, on va réfléchir à 3 ans, ça commence à être un petit peu rigolo. Ça, c'est pour des petites entreprises qui n'ont pas les moyens parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut produire, etc. Et puis, de l'autre côté de l'échelle, vous avez les très grandes et les très grandes entreprises qui ont à gérer une complexité organisationnelle très forte et qui vont nous dire « Ah oui, mais nous, on a des difficultés parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui s'entrecroisent, en fait, on n'y arrive pas. » C'est pour cela que la GPEC, qui, si je reprends le terme, n'est pas un outil très nouveau dans la fonction RH, c'est pour ça que nous avons la nécessité, à mon sens, que d'en revoir à la fois les fondements et les périmètres. Je préfère à une GPEC globale sur toute une entreprise, ce que personnellement j'appelle une gestion projet des emplois et des compétences. Vous voyez, j'ai remplacé prévisionnel par projet. Pourquoi? Eh bien, parce que dans une entreprise, on travaille très souvent en mode projet, que ce soit l'installation d'une nouvelle ligne de machine, que ce soit l'ouverture d'un nouveau marché, l'arrivée d'un nouveau produit, etc. Et ça, généralement, dans l'entreprise, on en maîtrise bien tous les aspects techniques. Vous voyez, les machines, ce que l'on va produire, ce qu'on va vendre, etc. Et bien, d'une certaine façon, plutôt que d'essayer de faire un grand machin comme on a pu connaître dans les années 90, eh bien, calquons-nous sur cette dimension projet de la GPEC et essayons d'avoir une vision extrêmement opérationnelle de la chose. On a pu critiquer les GPEC dans les années 90-2000, on a pu les critiquer comme étant des usines à gaz. Les partenaires sociaux nous disaient, oui, GPEC égale plan social. Parce que dans pas mal d'entreprises qui ont mis cela en œuvre au départ, eh bien, il y avait des difficultés d'emploi et ce faisant, cette gestion prévisionnelle s'est traduite aussi par la mise en place de plans de départ. Il ne faut pas se voiler la face. Mais la GPEC, c'est pas la mise en place d'un plan de départ, c'est la mise en place d'un nouveau départ. Et d'un nouveau départ, ça veut dire que l'on a, je dirais, travaillé aux évolutions professionnelles de chacun et normalement essayer de limiter les départs. J'ai envie de dire, une GPEC qui se traduit par un plan de sauvegarde de l'emploi, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un échec, mais c'est vraiment pas une réussite. Il n'empêche qu'à certains moments, il faut avoir le courage de le regarder. Et là, on arrive à la SE. J'aime beaucoup l'idée que tu présentes d'avoir plusieurs GPEC, c'est-à-dire sur des projets, parce qu'effectivement, ça rend très opérationnel la démarche. Donc, quand on a des projets, en quoi est-ce que, justement, comment est-ce qu'on raccroche ça à l'emploi et les compétences? Alors, globalement, je pense que l'on a à avoir en tête plusieurs choses. Et je pense qu'il faut soi-même rentrer et se caler à la logique du projet. On a critiqué les anciennes versions de la GPEC comme étant un outil de la DRH pour la DRH dans la DRH avec la DRH. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un outil qui tourne en circuit fermé où, en fait, dans une logique très adéquationniste, besoin, ressources,
on ne voyait pas très bien ce qu'ils faisaient, et puis c'était une bureaucratie effroyable. Ce que je vous propose, et ce que je propose généralement, c'est d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple, et qui repose sur un mot-clé, qui est celui du consensus. Pourquoi le mot-clé du consensus est important? Parce que quand on est dans une logique où on essaye aussi de répondre aux exigences de la loi, elle nous dit que l'on doit travailler et discuter avec les partenaires sociaux. Et le fait de remettre cette obligation de discussion avec les partenaires sociaux vient changer la donne. Bien changer la donne parce que, d'une certaine façon, on va devoir travailler de manière un peu plus ouverte et transparente. Parce que ce n'est pas qu'un outil, ça devient un support à l'évolution. Et ce que je vous propose éventuellement, c'est d'avoir une petite démarche en 4 étapes. Le principal problème dans la mise en œuvre de la GPEC réside dans l'acceptation du changement. Ça, c'est un vrai point. Il s'agit au travers de cette méthode, il s'agit au travers d'une méthode simple, articulée ou reposant sur le projet de l'entreprise, de s'assurer l'adhésion de tous au projet. Et là-dessus, on va devoir travailler avec, à mon avis, 4 points. Ces 4 points, si j'arrive à vous présenter un petit peu tout ça, je vais vous partager mon écran. Voilà, vous me donnez quelques instants. Je pense que vous devriez voir maintenant ce graphique. C'est un graphique en 4 étapes. La première phase est une phase dite de lancement. Il s'agit dans cette phase de s'approprier le projet de l'entreprise. Ouverture d'une nouvelle ligne de fabrication, ouverture d'une filiale à l'étranger, que sais-je? Vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, et puis de toute façon, chaque entreprise est différente. Ce faisant, on valide les objectifs du projet. Et on en regarde les contours. Ce projet, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact sur le corps social? Par exemple, j'ai géré une fois un projet de création et de déplacement d'une cuisine centrale pour un établissement hospitalier. Ce faisant, cette cuisine centrale allait être éloignée des établissements hospitaliers actifs, ceux sur lesquels on a les lits où les personnes sont hospitalisées. Eh bien, quand on a lancé ce projet-là, nous nous sommes dit, bon alors, mais ça va avoir quoi comme conséquence? Est-ce que nos cuistots vont être perturbés? Globalement, pas trop. Bien entendu, ils vont avoir de nouveaux matériels, ils vont avoir un nouvel environnement de travail, il va falloir le concevoir avec eux, enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Mais alors qu'avant, ils étaient dans un établissement et les plats montaient chauds dans les étages, là, le fait d'installer une usine alimentaire, si vous me permettez ce terme, à l'extérieur, à 2 km de cela, ça nous imposait la nécessité que de mettre en place un système de liaison froide. La liaison froide, c'est le fait on produit le repas, on le surgèle, on le met dans le camion, on le livre dans l'établissement, il monte dans les étages et dans les services d'hospitalisation, et là, les plats sont remis en chauffe alors là, en l'occurrence, c'était les aides-soignants et les agents des services hospitaliers, et c'était délivré aux patients. Vous voyez qu'on a modifié la chaîne de production. Ceci étant dit, vous voyez bien qu'avant, il n'y avait pas de chaîne de surgélation, maintenant il y en a une. Nécessité d'avoir des compétences de frigoriste en permanence disponibles. Le chauffeur avait le camion frigorifique, il y en avait déjà, donc ça a fonctionné, mais sauf qu'on savait qu'on allait avoir plus de déplacements, donc nécessité d'un temps chauffeur, d'un temps camion supplémentaire. Et puis les aides-soignants, les agents des services hospitaliers, eh bien, eux, ils allaient devoir remettre en chauffe. Ils sont pas dans la cuisine. Ils n'étaient pas concernés par la construction directement. Sauf que c'est sur eux qu'allait reposer l'étape finale de la délivrance du repas. Et il fallait, à ce moment-là, qu'ils soient formés à la remise en chauffe des plats. Parce que quand c'est mal remis en chauffe, c'est très mauvais. Voyez. Donc, en fait, on a travaillé à la validation à la fois des objectifs du projet et on a commencé à identifier les personnes qui allaient être impactées, le périmètre de celui-ci.
Est-ce que cette dimension s'opère avec de l'expertise, donc ce sont les experts qui construisent le périmètre, ou est-ce que ce sont avec les acteurs eux-mêmes? Parce que tu parlais de consensus, est-ce que c'est trop tôt? Cela dépend. Il va y avoir un consensus, mais je vais revenir. J'ai envie de vous répondre. Les deux, mon général. Pourquoi? Eh bien, parce que d'une certaine façon, nous avons travaillé avec la ligne hiérarchique de la cuisine pour savoir qui est ce qu'on allait faire, comment, pourquoi, les architectes, la direction de la stratégie de cet établissement, enfin, tout un ensemble de choses qui là sont intervenues. Et une fois qu'on a bien cadré avec tous les acteurs nécessaires, ça nécessite d'avoir, c'est une logique de chef de projet, si vous me permettez le terme. Une fois qu'on a ces acteurs, une fois qu'on a ces éléments, eh bien, la recherche, et on va dire, et on va présenter ça, puis on va dire, est-ce que tout le monde est bien d'accord sur le fait que notre projet, c'est ce périmètre-là, que ça va être modifié ou perturbé, et que d'une certaine façon, pour l'établissement, pour l'entreprise, eh bien, voilà ce qui va changer. Voilà notre projet, voilà ce que l'on va changer. J'ai pas dit comment on va le changer, mais déjà se mettre d'accord sur le périmètre de ce qui va changer. Et on va pas passer à la deuxième étape tant qu'on n'aura pas eu un consensus de tout le monde, tant qu'on aura laissé les choses de côté. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps parce que, oui, mais la seule chose, c'est garantir là l'opérationnalité de la mise en œuvre. Une fois qu'on a ce consensus, eh bien, au niveau RH, on va commencer à travailler un peu beaucoup. Et on va établir, c'est la deuxième partie, je pense que vous le voyez ici avec la petite, je fais bouger la souris, on va travailler à un état des lieux RH. Quand tu dis le RH va travailler, la première partie et le fait de recenser aussi le projet, c'est piloté par les RH? Pas nécessairement. Pas nécessairement, d'accord. C'est une logique projet, mais c'est la RH qui est intégrée et part intégrante du projet. Pas nécessairement la patronne du projet, hein. Mais on s'intègre véritablement dans le projet de l'entreprise. Et on est les porteurs, on est les responsables de la partie liée au corps social. Voilà. Il ne faut pas chercher à vouloir tout faire, vous voyez ce que je veux dire, mais d'une certaine façon, il faut qu'on y ait notre place. Nous ne sommes pas des pompiers du social, nous ne sommes pas des assistantes sociales, nous sommes des acteurs de la stratégie et de l'élaboration de celle-ci. Vous voyez, c'est important c'est un positionnement très différent. C'est pas un endroit où globalement on a entendu tous les mecs autour de la table de direction. Je dis les mecs, vous m'avez compris, hein, parce que c'est généralement des hommes. Bon, allez, mais aussi les femmes, parce qu'il y en a de plus en plus, et Dieu merci. Mais c'est pas avec simplement les personnes autour de la table de direction, le directeur général, le directeur de la prod, etc., qui à un moment vont discuter de tout ça, du projet, puis ils vont se retourner vers les RH. Et puis ils vont dire, c'est bon, t'as compris, tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de vague? Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, nous devons être par-associés là-dessus. Ça veut dire qu'en tant que RH, nous avons à renforcer, et c'est ce que nous on fait au sein du master, nous avons à renforcer notre capacité à agir et à interagir sur les organisations et les organisations de travail. Ça, c'est essentiel. Hein. Ensuite, on a eu notre consensus et on va rentrer sur cet état des lieux. Sur cet état des lieux, nous allons en fait essayer d'identifier quel est l'état du corps social déjà aujourd'hui. On va se poser des questions si en effectif et si en termes de compétences, déjà aujourd'hui on est bien ou pas. Parce qu'il faut bien être honnête, nos organisations nous donnent des éléments qui sont généralement très, je dirais, idéalisés. Quand vous regardez l'organigramme de l'entreprise, quand vous lisez ces définitions de postes et de fonctions, vous avez un monde idyllique. C'est le monde des bisounours. Sauf que, dans les faits, nous savons très bien que nos collaborateurs, les RH compris, travaillent dans ce que personnellement j'appelle des environnements dégradés. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement tous les outils, ou il y en a un qui est cassé, il est en panne, et des choses comme ça. Et la force de nos collaborateurs et l'intelligence de ceux-ci, c'est toute la capacité d'adaptation qu'ils ont pu développer pour justement continuer à avancer. C'est cette espèce d'ingéniosité qui compte.
Et là, c'est une véritable compétence que nous avons à travailler encore. Parce que globalement, eh bien, il ne faut pas que les définitions de postes et de fonctions qu'on écrit avec les procédures qualité ou pour X raisons en RH, c'est pas les job books à l'américaine. C'est pas quelque chose qui doit être inscrit comme étant une part intégrante du contrat de travail, parce que là, on est pieds et poings liés. À ce moment-là, on vous dit, ah, désolé, je peux pas faire parce que c'est pas dans ma définition de fonction. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche en entreprise. Même si c'est pas dans la définition de fonction, les gens vont s'arranger pour que ça marche. Mais très honnêtement, ils s'arrangent pour que ça marche, mais ça fatigue. Et d'une certaine façon, si on essaye de se projeter dans l'avenir et que vous construisez sur votre édifice sur un lieu ou sur du sable ou si un des pieds est branlant, eh bien toute la solidité de l'édifice sera compromise. Donc on a très honnêtement avec les managers, et là pour moi les managers sont véritablement en première ligne, nous avons à travailler à cette logique des besoins actuels et des ressources disponibles. Que ce soit en termes d'effectifs, quantitatifs, alors là on va retrouver tout un ensemble d'éléments liés aux effectifs, tout un ensemble de tableaux de bord chiffrés, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on va regarder si au regard de l'activité, on a suffisamment de personnes, pas de personnes, etc. Puis on va regarder aussi si d'un point de vue qualitatif, nous avons les compétences requises. Et comment est-ce qu'on fait de façon qualitative si on ne peut pas utiliser les fiches de poste, puisque c'est vrai qu'elles sont obsolètes, puisqu'elles ne sont pas réactualisées. Comment est-ce qu'on peut évaluer Eh bien, il y a plusieurs choses. Et vous comprenez, quand je disais tout à l'heure que globalement, on travaillait sur un effectif restreint. Voilà la force de la logique de remplacer le P de prévisionnel par projet. La force, c'est de dire, hey, ça tombe bien parce qu'on ne va pas refaire toutes les définitions de poste de l'entreprise, mais simplement celles qui sont impactées par. Vous voyez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a aujourd'hui, et là je reviens sur ma casquette un peu plus SIRH, nous avons aujourd'hui des systèmes de management des talents, tels que Cornerstone ou autres, qui sont des systèmes assez pointus, qui permettent aussi que de travailler à l'élaboration, au suivi, à l'enrichissement et à la mise à jour permanente, je dis bien permanente, de ces référentiels. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des outils qui vont nous permettre de recueillir tout un ensemble d'informations à caractère qualitatif. Aujourd'hui, il faut bien être honnête, cette analyse qualitative est encore un petit peu compliquée, mais on commence à voir apparaître les premiers outils de type Big Data. Donc en fait, le Big Data, pas exactement le Big Data, mais je préfère qu'on utilise le Machine Learning. Alors, Machine Learning, c'est un mot très à la mode pour des vieux principes qu'on a élaborés dans les années 85-90 sur des systèmes experts à base d'intelligence artificielle. Et rappelez-vous une chose, quand on parle de Big Data, le terme Big Data est inapproprié, c'est Big Question. Et en fait, le Big Data, c'est quelque chose qui doit vous servir à vous poser les bonnes questions. C'est en cela que c'est intéressant. Big Data, c'est la vision de ce qu'on a. La big question, c'est l'utilisation de ce qu'on du big data, si vous me permettez. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Le fait d'être en projet, c'est beaucoup plus maintenable, si vous me permettez ce terme. Le fait aussi d'avoir, pour certaines entreprises qui en ont les moyens, des outils technologiques beaucoup plus modernes, qui relèvent du management des talents, c'est également beaucoup plus simple. Et on voit bien que l'on va pouvoir aller un peu plus loin. Ça, cette deuxième phase, on va la faire, mais également, c'est pas simplement un truc qu'on fait, vous m'en excuserez, en chambre au sein de la DRH, en extrayant des données du système d'information. Ce sont des choses où, justement, on va extraire tout un ensemble de données du système d'information et on va les confronter au réel. On va les confronter à la vision des managers. Et on n'avancera pas tant que l'on n'aura pas eu un consensus sur l'état des lieux avec les managers. Ça, c'est la clé. Dans certaines entreprises, l'histoire fait que, ou les habitudes font que, on va travailler également avec la recherche d'un consensus sur l'état des lieux avec les partenaires sociaux, avec la direction générale.
J'ai pas encore vu avec les clients, mais ça pourrait s'envisager. Hein, il faut bien être honnête. Ça, c'est cette deuxième phase. Consensus obligatoire avec les managers. Parce que c'est eux qui vont faire vivre tout cela. Et quand je dis que c'est eux qui le font vivre, vous voyez que leur place est fondamentale. Et quand on dit les effectifs, ils savent compter comme moi, comme vous. On sait ce que c'est qu'une personne, une demi-personne, etc. Mais on n'a pas toujours la bonne définition du terme compétence. Et avant de se lancer là-dedans, avant de travailler sur le consensus, il y a la recherche d'un consensus nécessaire à l'intérieur de l'entreprise sur l'utilisation du terme compétence. Il faut que l'on mette les mêmes choses derrière les mêmes mots. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition pour moi. J'en ai une que j'aime bien, qui est une compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Bien, vous pouvez la retenir. Puis vous pouvez dire non, ce qui dit que ça c'est n'importe quoi. Mais en fait, j'aime bien cette définition parce qu'elle est dans une logique de mise en œuvre, de mise en action, de prise en compte d'un contexte. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a regardé et qui a dit « oui, mais c'est bien ». Vous voyez ce que je veux dire? Cette définition, je l'aime bien. C'est une définition de mémoire de l'UIMM 1971 qui est assez ancienne, mais en définitive, qui est encore assez utile et utilisable. Ça, c'est cette deuxième phase. Ensuite, là, on n'est que sur l'état des lieux. Déjà, on peut mettre en place des plans de rattrapage, si vous me permettez, ou de correction. Mais ces plans de correction, eh bien, de toute façon, on va les intégrer parce qu'en fonction du projet, on va essayer et on va faire tourner des scénarios. Ces scénarios vont nous permettre de dire que sur la base des besoins actuels, on va regarder et on va essayer de regarder, alors là, on est encore dans une logique un peu adéquationniste, si vous me permettez ce terme, on va regarder les besoins futurs. Les besoins futurs en effectifs et en compétences. Et en fait, on va définir là la définition du besoin. Le besoin, c'est la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Vous voyez? Donc, la définition des besoins, elle n'est pas encore là, parce que là, c'est ce qui est, là, c'est ce qui devrait être. Et on va faire la même chose avec les ressources disponibles. Sauf que là, vous m'en excuserez, c'est parfois beaucoup plus simple. Parce qu'on va intégrer, si on dit, globalement, on va travailler sur 3 ans, on va intégrer, on va dire, alors, dans 3 ans, qui sera parti à la retraite? Dans 3 ans, sur ma population des commerciaux, sachant que j'ai un turnover de 10%, j'en aurais perdu combien? Vous voyez, on va commencer à travailler sur ces différents éléments pour avancer, etc. Et là, on a de la même manière ce qui est, ce qui devrait être. Et ça va nous permettre d'identifier des écarts. Mais ces écarts, nous allons également essayer aussi de dire, oui, mais attendez, là, on est un projet, c'est un projet de l'entreprise. Eh bien, ça peut susciter des vocations, ça peut susciter des envies. Eh bien, on va intégrer, en fait, les souhaits d'évolution des collaborateurs. Mais là, pas simplement de ceux qui sont concernés par le projet, qu'on a identifié dans cette phase de validation des collectifs, mais de l'ensemble des collaborateurs. Et ben ça, c'est le fait d'avoir des entretiens professionnels de qualité, fait justement dans une logique d'utilisation de ces informations et d'articulation avec les grands projets de l'entreprise. Et de la même manière, on sait que, d'une certaine façon, nous avons des managers qui ne cherchent pas tous à conserver leurs bons éléments contre vents et marées, mais qui, d'une certaine façon, et c'est là que moi personnellement je reconnais un bon manager, mais j'ai envie de dire, poussent les managers, poussent leurs collaborateurs à évoluer, à grandir professionnellement, eh bien ils vont pouvoir aussi nous donner des informations. Donc l'idée est bien de dire que nous allons avoir des informations venant des managers et venant des collaborateurs qui vont venir enrichir notre vision. Et ça nous permettra de savoir si ces personnes ici sont et ont la possibilité de s'intégrer dans le projet. Là, ce que l'on va rechercher, c'est un véritable consensus sur l'état ciblé. C'est-à-dire que d'une certaine façon, nous avions un consensus sur les objectifs, nous avons un consensus sur l'état des lieux, nous recherchons un consensus sur la cible à obtenir maintenant. Et ce faisant, ce consensus va se faire, bien entendu, là encore une fois, avec les managers. Bien entendu, ça va se faire aussi avec la direction. Et dans certains cas, ça se fera
avec les partenaires sociaux, qu'il s'agisse d'un consensus ou d'une présentation, puisque je ferai remarquer que l'on est dans des modifications organisationnelles qui doivent nécessairement être présentées aux IRP. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a le consensus sur la cible, eh bien la question c'est de passer de cette logique de état des lieux où l'on veut aller, eh bien... Est-ce que dans cet écart-là, une fois qu'on a la cible, qu'on a analysé l'état des lieux, d'où on venait, où on veut aller, est-ce que c'est à ce moment-là que la formation intervient? Pas encore. Pas encore. Parce que d'une certaine façon, on va ici travailler à la définition du besoin. Et ce besoin, en fait, on va voir quels sont les écarts en compétences, quels sont les écarts, etc. Et c'est dans la 4e phase que l'on va se dire, eh bien, nous sommes d'accord sur les écarts constatés. Écarts en effectifs, écarts en compétences, etc. Maintenant, c'est quels sont les outils RH que je vais pouvoir mobiliser. Et là, si vous me le permettez, on va se retrouver dans une logique où, d'une certaine façon, eh bien, on aura la possibilité d'articuler tout un ensemble d'outils tels que l'accompagnement personnalisé, le coaching, tels que le tutorat, le mentoring, les différentes formes de formation. Vous voyez, l'accompagnement au poste de travail, on va avoir là tout un ensemble de choses qui vont être mises en œuvre. Mais ça relève par exemple aussi de l'amélioration des conditions de travail, des postes ou des choses comme ça. Et vous voyez, on va rentrer complètement dans une dimension projet qui commence pour moi à être particulièrement intéressante. Alors, une fois qu'on en est là, eh bien, on est quand même dans une situation où, en fonction aussi des budgets qui sont à notre disposition, eh bien, on va faire certains choix, où on va prioriser. En fonction aussi des outils qu'on mobilise, eh bien, on va dire, attention, la formation, pour que je la mette en œuvre, ça sera de telle date à telle date. Donc, on va rentrer dans des logiques parfois de rétro-planning ou d'autres éléments qui sont particulièrement importants à mettre en œuvre. Avec l'expérience qui est la tienne, l'ensemble du process, tu as abordé le terme, ça prend du temps. Combien est-ce qu'il faut pour qu'une GPEC soit bien traitée, que tous ces consensus soient réalisés? Je n'en sais rien. Je vous ferai la réponse de Fernand Reynaud. Ça, combien de temps? Un certain temps. Exactement. Pourquoi? Eh bien, parce que d'une certaine façon, tout va dépendre de la dimension du projet. Et d'une certaine façon, si on est au début du projet, rappelez-vous ce que je vous disais concernant la construction de cette usine alimentaire. Eh bien, il a fallu. C'est pour ça que je parle de concordance des temps. C'est parce que d'une certaine façon, nous avons enclenché les actions de formation 1 an et demi après avoir identifié ce qu'il fallait faire. Simplement pour que, eh bien, nous arrivions avec les personnes formées. On tourne la clé dans la porte du bâtiment qui est livré. Eh bien, les personnes ont été formées pile poil dans les temps, etc. Donc c'est pour ça que je dis tout dépend de la taille du projet. Il n'empêche que pour certains petits projets ou certaines entreprises, on peut tourner sur des choses comme ça en moins de 3 mois. Sur d'autres, eh bien ça va vous prendre 2 ans. Sur certaines choses, eh bien, j'ai envie de dire, ça peut même être beaucoup moins, ça peut être 2 mois. J'ai vu des choses où on a mis en place des trucs en 2 mois, simplement. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de méthode plus que d'outils. C'est une logique d'intégration des réflexions RH, formation, etc., dans tout type de projet de l'entreprise. Et c'est là que c'est important, parce qu'on s'arrange pour que l'entreprise et le corps social de l'entreprise soit au rendez-vous, au bon moment. Très bien. On peut dire par là même qu'il y a aussi un phénomène d'apprentissage social, où sur un premier projet, sur une première discussion, sur un premier mouvement projet, une culture projet, le deuxième sera plus rapide parce qu'on aura des automatismes. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Tout à fait.
Tout à fait. Ben, globalement, il faut bien être honnête. Dans beaucoup de DRH, on n'a pas l'habitude de fonctionner avec cette logique projet comme ça, complètement intégrée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure de manière très caricaturale, où globalement, le directeur de général, le directeur de la prod discutent de trucs, puis se retournent vers l'ADRH, et puis ils lui disent « C'est bon, t'as compris, tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de vague. » Voilà. Il faut véritablement que nous puissions défendre notre positionnement en la matière. Et c'est une véritable valeur ajoutée, parce que sur tous les projets de l'entreprise, le fait d'être dans les temps, eh bien, c'est garantir aussi sa pérennité. C'est aussi garantir le fait que les investissements ont été faits au bon endroit, au bon moment. C'est garantir, en fait, que toute la chaîne de production soit utilisée le mieux possible. Alors, bien entendu, là, on a une vision, vous m'en excuserez, extrêmement utilitariste de la formation et des actions, mais c'est ça aussi, il faut en avoir conscience. Et c'est, je pense, par cette parfaite maîtrise d'une méthodologie que, d'une certaine manière, nous contribuerons à développer une crédibilité totale de notre fonction. Et l'expérience qui est la tienne, tu dirais que les partenaires sociaux, les directions métiers sont assez ouverts à cette transversalité, à ce changement? Les partenaires sociaux de plus en plus. D'accord. Ça, c'est déjà un premier point. Les directions métiers, oui et non. En fait, oui. Je vais dire oui pour ne pas les choquer. Je dirais oui et non. Oui, parce que ils sont en attente d'un soutien en la matière. Parce que globalement, vous savez, les directions métiers, elles ont l'habitude aussi de gérer ce type de projet et elles voient bien, d'une certaine façon, que lorsque ça dérape, c'est le facteur humain qui a fait déraper le système. Donc oui, ils sont en attente. Parfois non, parce que globalement, on n'a pas toujours été en capacité de répondre à leurs attentes. J'interviens dans de grand nombre d'entreprises où la fonction RH, malheureusement, n'a pas su répondre ou n'a pas pu répondre. Le problème, c'est pas su, c'est généralement pas pu, parce que d'une certaine façon, vous vous doutez bien que malgré tout, cela demande du temps. Cela demande un investissement d'un professionnel RH qui soit formé, qui soit reconnu aussi dans l'entreprise pour mener ce genre de choses. Or, tant qu'on continuera, vous m'en excuserez, là je vais parler à des responsables formation, mais tant qu'on continuera d'être embolisé dans les feuilles d'émargement, excusez-moi, qu'on a paumé, qu'il faut remettre en place. Non, il y a un vrai problème de déperdition d'énergie, de déperdition de compétences de la DRH, qui est malheureusement engoncée et prisonnière un petit peu de cette vision et des exigences administratives. Et voilà, je pense que c'est plus des difficultés de mise en œuvre parce qu'on n'avait pas les ressources disponibles que d'un réel problème de compétences. Est-ce que si on ramène avec la GPEC, la DRH a une gestion de projet, a de l'ordonnancement, a des négociations, est-ce que cette dimension un peu humaine, classique dans les ressources humaines, n'est pas un peu perdue? Je pense qu'au contraire, elle s'en trouvera renforcée. Parce que d'une certaine façon, on ne viendra plus, nous casser les pieds sur tout un ensemble de choses, sur le fait de dire « mais vous nous dites ça, mais pourquoi ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'avoir une méthodologie, somme toute, relativement bien cadrée, va nous permettre aussi, et doit nous permettre de nous réinterroger, d'améliorer la qualité de la relation humaine que l'on a. Comme je vous disais tout à l'heure, cette logique de travailler par projet, ça nous permet de se focaliser et d'avoir un vrai regard sur certains éléments. Ça veut dire que c'est aussi l'occasion de rentrer en interaction avec les collaborateurs et d'apprendre véritablement énormément d'eux. Alors, quand on cherche à faire une GPEC, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est hors sol, qui est déconnecté. Exactement. Tandis que là, on revient avec eux. Et on fera peut-être 5, 6 projets ou 10 projets. On en fera peut-être 2 ou 3 en parallèle.
mais on sera au contact d'eux. Alors vous allez me dire, et les autres? Les autres, ils seront concernés quand il y aura un projet qui les concernera. C'est un peu dur, dit comme ça, mais ils continueront d'être gérés. Mais là, on va commencer à dire, mais on s'intéresse à votre problème, on s'intéresse à vous. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et vous voyez, en fait, ça c'est l'un de mes dadas, d'une certaine façon, avec Christian Sanchez, qui est le directeur des affaires sociales du groupe LVMH. On a travaillé également avec les étudiants à l'élaboration d'une charte éthique de la fonction ressources humaines. Cette charte éthique, on l'a fait et on a utilisé des outils collaboratifs. On a eu plus de 2500 personnes qui se sont exprimées sur son contenu, avec un taux de validation de près de 93%. On nous dit surtout, c'est génial, touchez à rien. Donc, c'est pas neutre, on est très content des résultats. Et bien, cette charte éthique, elle revient aussi dans cette logique en disant, il y a des process qui supportent notre activité, acceptons-les, mais posons-nous les bonnes questions pour redonner un cadre général éthique à nos pratiques. Et bien là, on le voit au travers de la gestion des données, de l'écoute que l'on a vis-à-vis des collaborateurs, du respect des partenaires sociaux. On a là tout un ensemble de choses qui sont extrêmement importantes et qui, pour moi, contribuent à deux points essentiels, ces deux mots-clés. On disait tout à l'heure consensus, qui est un mot-clé de cette méthode, mais pour moi, il y a deux mots-clés, c'est crédibilité et confiance. Et en fait, l'enjeu de ce genre de méthode, c'est bien de renforcer la crédibilité de la DRH face aux défis de l'entreprise, face donc aux défis RH, et la confiance, que ce soit la confiance portée par l'équipe de direction envers son équipe RH, mais aussi la confiance des partenaires sociaux à l'encontre des RH et des collaborateurs. Et cette culture de la confiance, du partage, de collaboration, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de travailler de les former à apprendre à collaborer? Parce que si on travaille sur ces modes de réflexion partagée, c'est pas quelque chose qui est commun, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est quelque chose on est souvent individualisé dans les processus. Est-ce que le fait de recréer, alors il y a plein de termes un peu utilisés aujourd'hui, mais est-ce que le fait de refaire du collectif, c'est quelque chose qui s'apprend? Ou est-ce qu'il faut être sur un projet? On se lance dans le bain, puis on voit ce que ça donne. Voilà, plusieurs choses, parce que là, vous êtes en train d'utiliser plusieurs termes qui très souvent actuellement sont utilisés, je trouve personnellement un peu n'importe comment. Alors, nous nous connaissons, donc on sait que tout va bien. Mais pour moi, des choses telles que le collaboratif, je vois plein de consultants spécialisés, coachs, consulter, nous parler d'agilité, d'organisation collaborative. Et d'ailleurs, il va falloir acheter mon outil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas neutre. Moi, il me donne toujours l'impression d'avoir un petit peu... j'utilise de temps en temps cette image. Ils sont capables d'exciter vos comités de direction qui sautent comme des cabris sur des chaises en disant collaboration, 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 alors que vous avez des espèces de consultants qui ressemblent à des chihuahuas cocaïnomanes en train de dire autour de vous agilité, plus vite, plus vite, plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtons un peu. Arrêtons. Parce que globalement, la collaboration ne se décrète pas. Quand on dit collaborer, c'est une injonction paradoxale pour moi. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, la collaboration, telle qu'elle est conçue avec les outils aujourd'hui, c'est bien souvent une béquille sur un collectif défaillant. Pour moi, nous avons à nous poser tout un ensemble de questions. Quels sont et comment fonctionnent nos collectifs de travail ? Et derrière ces logiques de collectifs de travail, c'est pas la logique du réseau social d'entreprise. C'est la logique, vous savez, l'outil informatique, etc. C'est la logique du réseau humain de l'entreprise. C'est savons-nous, connaissons-nous les uns les autres. Bon, je vais vous le faire comme ça. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Mais pas trop écarter les bras, ça voilà. faut orienter.
connaissons-nous les uns les autres, développons un petit peu la connaissance des besoins d'autrui, et le collectif va commencer à se solidifier. D'une certaine façon, le fait d'avoir ce fonctionnement en mode projet, le fait d'avoir validé par un consensus les objectifs du projet, ceci permet d'être très transparent et très clair sur les besoins de chacun. Et là, on va pouvoir entrer dans une collaboration. Parce qu'une collaboration, c'est pas Monsieur Diebold, j'ai besoin de ça, est-ce que vous pourriez me le donner? Monsieur Diebold est gentil, il me le donne. Mais on n'a pas collaboré. Tandis que, Monsieur Diebold, je sais que vous travaillez là-dessus, j'ai trouvé ce point-là, ça peut vous intéresser, je vous le donne. Là, nous venons de collaborer. Nous venons de collaborer parce que je sais, je connais les points sur lesquels vous êtes en train de travailler. Je sais ce dont vous avez besoin pour avancer et je vais vous permettre d'avancer mieux et plus vite. C'est l'histoire du push et du pull en informatique. Et ça, c'est important. Et s'il n'y a pas une connaissance humaine, une certaine forme d'affinité aussi, si vous me le permettez, si on essaie simplement de substituer à un collectif humain défaillant par des outils technologiques. Et c'est, à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux d'entreprise sont bien souvent des outils qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est pas un problème technologique, parce que technologiquement, tout va bien. C'est un problème humain. Donc, vous voyez, avant de rentrer dans ces logiques-là, collaboration, etc., reposons-nous les questions du collectif. Et vous voyez bien que le fait d'avoir cette logique de consensus à chaque étape, c'est quelque chose qui permet justement cette logique de consensus. Et l'idée peut être aussi d'apprendre à créer des consensus. C'est-à-dire que si on est dans le jugement, par exemple, on n'est pas dans de la bienveillance, hein, ce qui ne veut pas dire forcément être toujours d'accord, mais un désaccord, savoir l'exprimer, ouvre à des solutions. Alors que si je dis, par exemple, c'est nul ce que tu proposes, forcément, au bout d'un moment, ça ne favorise pas le fait qu'il repropose quelque chose. Et le fait de réapprendre des régulations comme ça peut être aussi des façons pour favoriser ensemble le travail ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Alors, personnellement, je ne suis pas un fan de la logique du management bienveillant. Je ne suis pas bienveillant. Très clairement. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi quand j'étais DRH, quand j'étais contrôleur de gestion RH, directeur de la stratégie de grandes structures, toutes les personnes ont... J'ai jamais eu la moindre plainte et j'ai même plutôt eu des remarques du style vraiment c'était super sympa de travailler avec toi, etc. Donc je dois être quelque part bienveillant. Mais il y a un point qui me gêne toujours avec la bienveillance, parce que d'une certaine façon, très souvent on n'ose plus se dire vraiment les choses sous prétexte de bienveillance. Et le fait de ne pas se dire les choses, c'est Chamberlain et Daladier face à Hitler. On s'est fait avoir. Et globalement, on n'a pas avancé et on a eu le déshonneur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous le disiez, il y a un point important, c'est que nous sommes dans une organisation humaine, nous sommes dans un projet collectif. On peut avoir des visions différentes et elles doivent s'exprimer. Elles doivent s'exprimer parce que globalement, sinon on sait très bien qu'il y en a qui vont fréminer quatre fers, mais sans rien vous dire. Puis après, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que ça s'exprime. Ça peut se confronter. Une confrontation n'est pas un état de guerre. Hein, mais la confrontation des idées est quelque chose qui permet l'avancée des idées. Moi, j'ai quelques collaborateurs qui un jour, c'est arrivé assez rarement, mais ils m'ont dit, tu as tort, ton truc c'est une connerie, arrête un peu, etc. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Je suis pas d'accord avec toi, parce que. Oui, mais tu as oublié ça, ça et ça. Oui, mais toi, tu as oublié ça et ça. Et en fait, le fait d'être dans cette logique où nous mettons les éléments sur la table, ça permet de s'apercevoir que parfois nous avions une vision un peu étriquée du projet. Et qu'on n'avait pas nécessairement une parfaite maîtrise ou une parfaite connaissance des principales variables ou des principaux leviers que l'on pouvait agiter ou actionner. Et ça, c'est important.
C'est en cela que de temps en temps, je dis, bah non, je suis pas bienveillant parce que globalement, je ne demande pas qu'on soit bienveillant avec moi. Mais c'est souvent une question de définition où la bienveillance, c'est peut être voir le bien effectivement, mais ça peut aussi être voir bien. C'est-à-dire d'éviter de se cacher derrière des mots, derrière des tout va bien, alors qu'en fait, quand on est lucide, c'est-à-dire qu'on pose les choses, c'est aussi être bienveillant parce qu'on voit bien les choses et on voit qu'il y a un problème. Et ça permet justement de projeter les choses et de réfléchir ensemble sur un devenir quand on a posé le constat initial, ce que tu disais très justement, et derrière ça donne un sens. Donc ça peut être, c'est souvent une question de mots, et tu as complètement raison, souvent on utilise des jolis mots, mais parce qu'on ne sait pas quoi mettre, ça permet de faire un pas avant, et derrière bien évidemment c'est ce que Philippe Murray appelait l'empire du bien, où tout le monde s'aime, c'est de l'amour, etc. Alors qu'en fait il y a des logiques qui ne sont pas que de l'amour en entreprise, bien évidemment. on se retrouve avec un couteau planté dans le dos. Oui, exactement ça. Et moi, il y a une chose qui m'énerve un petit peu, c'est le discours, entre guillemets, happy, si vous me permettez ce point-là, où d'une certaine façon, on utilise des techniques de manipulation, mais on fait semblant de dire bah, c'est pour votre bien. Bah non, écoutez, quand je me fais manipuler, c'est pas pour mon bien. Mais c'est tout l'enjeu aussi de la GPEC, de ce que tu proposais, puisqu'on arrive maintenant à la fin, parce que ça permet de poser par étapes les choses et de déterminer un objectif. Et quand on dit est-ce que c'est éthique, est-ce qu'on a quelque chose, une vision partagée, ben déjà ça c'est déjà quelque chose d'important parce que justement on se retrouve avec un sens commun. Et donc ta démarche est très importante pour retrouver cette dimension de l'aventure collective qui est une entreprise. De toute façon, il faut aller quelque part ensemble. Voilà. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez important. C'est pour ça que cette logique de gestion projet, emploi, compétences me paraît intéressante en soi. Après, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais je pense que pour tout un ensemble d'entreprises de taille moyenne, intermédiaire, qui ont peu de moyens en ressources humaines, ou même pour les grandes, hein, parce que globalement, on sait très bien qu'on est noyé sous tout un ensemble d'enjeux, de projets, machin, etc. C'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine forme de pragmatisme. Et ça, c'est important. On attend de la fonction RH de plus en plus souvent du pragmatisme et moins de beaux discours. Hein, je peux écrire des très belles choses sur les blogs, sur les machins, etc. Je peux faire de très belles envolées lyriques, mais dans les faits, globalement, le collaborateur il va me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Le manager il va dire « Mais tu m'as pas aidé ?» Le DG il va me dire « Dis donc, tu me coûtes cher !» Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si on n'est pas dans cette logique pragmatique, on va se poser la question et ça c'est un vrai sujet aussi, mais on n'a pas le temps de l'aborder, mais ce faisant, par la maîtrise de l'environnement, par la maîtrise d'un contexte, par la maîtrise, etc., des fonctionnements de l'entreprise, des enjeux, eh bien, on va se poser... une fois qu'on aura tous ces petits projets mis les uns à côté des autres, eh bien, on va rentrer véritablement dans ce que moi j'appelle une posture de création de valeur de l'entreprise. La fonction RH devient véritablement l'un des éléments clés de la création de valeur. Impeccable, je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup François pour nous apporter cet éclairage qui est à la fois une belle réflexion sur la démarche et un bel outil pratique, pragmatique de cette démarche-là. Donc c'est complètement dans ce qu'on attendait sur ce type d'approche. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je rappelle que vous pouvez voir et revoir en replay la vidéo et n'hésitez pas en dessous de la vidéo de mettre vos commentaires et vos commentaires seront envoyés à François si effectivement il y a un questionnement qui le concerne. Avec beaucoup de plaisir, ça nous permettra d'échanger ensemble. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.